Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal qui fera l'objet d'une édition spéciale aujourd'hui consacrée au Brexit, autrement dit la sortie des Britanniques de l'Union européenne. Et pour en parler avec nous, Mahmoud Aziari. Bonsoir Mahmoud. Bonsoir Amina. Alors ce soir, c'est en votre qualité d'économiste que vous avez accepté notre invitation. Cela fait des semaines qu'on en parlait et ça y est, c'est fait. Les Britanniques ont voté hier et ont choisi de sortir de l'Union européenne. Alors beaucoup de questions se posent, notamment savoir pour ce qui nous concerne à Mayotte, est-ce que cela aura des répercussions ici? On en parle tout à l'heure avec vous, Mahmoud. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous, bonsoir Mahmoud. Alors le sujet qui sera consacré à cette édition spéciale, on vient de le dire, c'est le Brexit. Vous avez essayé de voir un petit peu l'impact que cela aura sur Mayotte. On en parle également avec vous tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 24 juin. Les résultats du référendum qui s'est tenu hier au Royaume-Uni ont provoqué une onde de choc dans toute l'Europe. Le pays va quitter l'Union européenne après un vote populaire qui a permis aux partisans du Leave de l'emporter. Un moment historique qui risque fortement d'impacter l'UE, dont Mayotte fait partie. L'île aux Lagons est devenue en 2014 la 9e région ultra-périphérique de l'Europe. Depuis, Mayotte bénéficie des fonds européens qui représentent un précieux facteur de développement. Et s'il est encore difficile de connaître l'impact futur de ce Brexit, de nombreuses questions se posent aujourd'hui quant à l'attribution prochaine de ces fonds. Le rallye du patrimoine organisé par l'association Les Naturalistes permet à des dizaines d'élèves de découvrir le passé de l'île aux Lagons. Cette année encore, les jeunes ont pu s'imprégner de l'histoire du département à travers toute une série de visites guidées. Reportage à la fin de cette édition. Et pour commencer, l'Union européenne vit depuis ce matin un moment historique, pour ne pas dire un véritable bouleversement. Et pour cause, le Royaume-Uni vient de choisir de mettre fin à 43 années d'appartenance à l'Union européenne. À l'issue du référendum national, ceux favorables à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne l'ont emporté avec 51,9% contre 48,1% pour le camp des pro-européens. L'onde de choc est sans précédent, mais jusqu'où va-t-elle s'étendre? En clair, cette sortie des Britanniques de l'Union européenne pourrait-elle avoir des conséquences ici à Mayotte? Élément de réponse dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Jérôme Comon. L'Europe et le monde ne parlent que de ça depuis ce matin. Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne d'ici 2 ans, suite au référendum qui a vu la victoire des partisans du Leave. Mais alors, quel impact pour l'Europe et pour Mayotte, la 9e région ultra-périphérique? Pour l'ancien président du conseil départemental, Ahmed Atoumani Douchina, il est encore trop tôt pour se prononcer. D'abord, je crois qu'il faudra absolument respecter l'expression de la volonté d'un peuple qui a choisi de sortir de l'Union européenne. Je crois que c'est une bonne chose qu'il se soit exprimé d'une façon très claire, massivement. Donc là, on sait très bien ce qu'ils veulent. Il est encore trop tôt. Moi, personnellement, je suis un peu déçu, quelque part, triste de voir qu'il y ait un partenaire qui est demandé à sortir. Alors que toute ma philosophie me disait que plus on intègre un grand ensemble, plus on est sécurisé financièrement, militairement et tout ce que vous voulez. Je ne crains pas que ça puisse vraiment avoir une très grande conséquence, sauf si, d'une manière contagieuse, ça affectait l'ensemble des pays européens qui auraient tout d'un coup tous envie de partir de l'Europe. Là oui, certainement. Un avis que ne partage pas Daniel Zaïdani, celui qui était président du Conseil général lorsque Mayotte est devenue RUP en 2014, affirme que cela ne peut pas être sans conséquences pour le département. C'est réellement une déflagration pour l'Europe unie. Parce que il faut rappeler quand même que la Grande-Bretagne et l'Angleterre est quand même la 2e puissance économique de l'Europe. Le choix du départ par les Anglais, ça veut dire déjà une participation de 11 milliards qui ne se fera plus. Et forcément, la totalité des projets que l'Europe défend, notamment pour les régions ultra-périphériques, afin de rattraper leur retard vis-à-vis de l'Europe continentale. Il est clair que la prochaine programmation des fonds européens se fera de manière difficile,
disparate et il ne sera plus acceptable qu'un territoire puisse mobiliser des fonds sans les utiliser. Il est clair que l'avenir est loin d'être radieux pour l'Europe et encore moins pour Mayotte. De son côté, le député européen Younous Omarjee se veut plus prudent. Celui qui représente Mayotte au niveau européen s'en prend néanmoins très violemment à la politique menée en Europe depuis de trop longues années. Il est vrai que de mon point de vue, la grande déception par rapport à l'élection de François Hollande, elle est européenne. Parce que le président français aurait dû prendre une grande initiative et faire vivre à la fois le couple franco-allemand et en même temps jeter les bases pour une nouvelle Europe. Nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Sauf que il y a eu une gestion de l'Union européenne à la petite semaine avec toujours plus d'austérité, toujours plus de décisions qui semblent être imposées au peuple, toujours plus de surveillance, toujours plus de discipline, une Europe toujours plus antisociale qui manifestement est rejetée par l'ensemble des peuples européens. Il n'y a pas eu depuis 10 ans un seul référendum concernant l'Union européenne qui n'ait été favorable aux institutions européennes. En effet, l'europhobie gagne de nombreux pays européens sans pour autant que les institutions n'évoluent. La défiance grandit et le risque d'un effet domino n'est pas à écarter. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne vit un moment historique qui risque de déboucher sur la plus grande crise de son histoire. Et espérons que le 101e département, qui a tant besoin des fonds européens pour se développer, n'en soit pas la première victime. Alors Pierre, on vient de le voir dans le reportage, cette sortie des Britanniques va avoir des conséquences, on le sait, mais jusqu'où? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas trop tôt pour se prononcer encore? Si, c'est très très tôt. Aujourd'hui, tout le monde s'est réveillé. David Cameron disait on se réveille dans un nouveau pays, on se réveille aussi dans une nouvelle Europe. Parce que forcément, il va y avoir des bouleversements sans précédent, lesquels il est beaucoup trop tôt pour savoir exactement lesquels. On le voit, la bourse a chuté et effectivement, le livre s'est écroulé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, il y a des impacts. David Cameron va démissionner au mois d'octobre. Ça, c'est concret. Voilà, les choses qui se passent dès maintenant. Pour Mayotte, il y a plusieurs questions. Effectivement, il y a ces fonds européens qui se posent, mais il y a aussi, on peut penser aussi à Erasmus. Aujourd'hui, le Royaume-Uni fait partie du programme Erasmus, un programme d'échange européen entre les étudiants. Mayotte en bénéficie et les étudiants mahorais peuvent aller au Royaume-Uni. Ça ne sera plus le cas. Ça, c'est une certitude. Voilà, il y a ces choses. Donc l'impact, il est direct. Maintenant, dans quelle mesure, c'est très tôt, très difficile de le dire, même s'il y a quand même sur certains points, et on va en discuter avec Mahmoud, on peut commencer déjà à faire des profils, qu'est-ce qui va en être dans les tout prochains mois. Et d'ailleurs, je me tourne vers Mahmoud. Vous êtes un économiste, éminent économiste dans la zone, à Mayotte et aussi dans la zone. Et comment vous voyez ça? Parce qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est une faillite de l'Europe finalement. Est-ce que c'est pas finalement cette Europe qui s'est construite sur un modèle un peu américain sur certains points? C'était à la base une alliance économique qui est devenue politique, et c'est là où ça commençait à poser des problèmes. Mais c'est une utopie dans le sens où c'est quand même très difficile. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de cultures au sein de cette Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui on a réussi le défi? Et puis aussi ce défi démocratique de ces institutions qui aujourd'hui, il y a une europhobie qui s'est créée. Est-ce que vraiment cette Europe, elle est possible aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas faire boule de neige déjà sur la situation? Comment vous voyez cette situation globale? Non, il faut voir d'abord une chose simple. C'est que l'Europe elle-même, elle est en crise. On a vu récemment, il y a eu une crise en Espagne, il y a eu une crise en Grèce. L'Espagne est sortie de cette crise et elle est redevenue une économie puissante. La Grèce est encore en train de patauger sur cette crise-là. Donc l'Europe étant en crise, n'étant pas très bien sortie de la crise internationale commencée en 2008, on connaît des taux de croissance très très bas et donc une monnaie qui n'arrive pas à s'accrocher. Et les Britanniques n'ont jamais voulu se sentir réellement européens. Eux, ils ont leur île. À la limite, très loin des États-Unis, sont toujours sentis plus proches des États-Unis que des Européens du continent. C'est ce qui a expliqué, par exemple, que le socialiste Tony Blair était l'allié de George Bush, qui était plutôt un gars
presque d'extrême droite. Parce que les Anglais aiment se rapprocher des États-Unis et partir le plus loin possible de l'Europe. Alors, ils sont restés dans l'Union à 28. Mais n'oubliez pas qu'ils n'ont jamais voulu intégrer la zone euro. Ils sont restés avec la livre sterling, alors qu'ils ont la place financière la plus puissante, en tout cas après New York. Je me demande même si la City de Londres n'est pas plus puissante financièrement que New York. Et cette place financière-là a servi de hub, une sorte de hub financier. On connaît le hub des ports maritimes, etc. Mais la City de Londres est une sorte de hub financier pour toute l'Europe. Économique. Et à un moment donné, dans le débat, faut-il sortir, faut-il rester, les eurosceptiques disaient, non mais, ceux qui voulaient qu'on reste disaient, attention, si jamais on quitte l'Europe, cette place financière, finalement, qui est un moteur puissant de l'économie britannique et qui, en plus, a créé beaucoup d'emplois parce que beaucoup de grandes banques d'Europe internationales sont allées s'installer là-bas parce que c'est une place financière forte. Les gars disaient, non, attention, Paris et Francfort sont là. Paris et Francfort prendront la place si jamais la Grande-Bretagne quitte l'Europe. Et ceux qui étaient pour le départ disaient, non. Mais de toute façon, nous, on n'est déjà pas dans la zone euro et pourtant, Londres reste une place financière forte. Et nos seuls concurrents aujourd'hui, c'est Singapour et Hong Kong et New York. Mais Paris et Francfort, à la limite, on s'en fout. Mais ils pèsent rien. Ils pèseront jamais rien, même si on sort. Donc, du point de vue des Britanniques, après, il y aura un débat dans les échanges avec le continent, avec l'Union européenne maintenant à 27. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Quelle est la liberté? Qu'est-ce qu'ils vont gagner en termes de taux de change de la livre sterling par rapport à l'euro, par rapport au dollar, en termes d'emploi, etc. Même en termes d'innovation, purement et simplement. Mais du côté de l'Europe aussi, ils sont en train de peser. Il y a des choses qu'ils vont perdre, mais il y a des choses qu'ils vont gagner. C'est-à-dire, au niveau économique, est-ce que c'est une lourde perte, cette sortie? Parce que finalement, c'est ça le nerf de la guerre, aussi dans cette Europe. C'est-à-dire que, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est une lourde perte économique? On sait que c'est un pourvoyeur très important au sein de l'Europe d'argent. Est-ce que c'est vraiment une lourde perte? Ou est-ce que finalement, il y a une espèce de neutralité dans ce qui est donné et ce qui est reçu qui va faire qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact sur l'économie globale de l'Union européenne? Non, il y a des études qui ont été faites. J'en ai amené une ici qui s'appelle The Brexit Briefs, qui a été faite par des économistes, où on voit depuis longtemps, depuis qu'il y a eu les débats, les simulations en termes de pertes ou de gains au niveau de la Grande-Bretagne. Par exemple, le fait que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, il y aura des tarifs douaniers. Il n'y aura plus cet accord, donc il y aura des tarifs douaniers et les marchandises vont être taxées. Si les marchandises sont taxées à l'export ou à l'import, ça augmente le coût et donc il y aura des impacts après sur, si on veut maintenir une certaine compétitivité, sur le taux de change, sur une certaine dévaluation, etc. Il y a tout ça, beaucoup de choses qui vont changer parce que désormais, vis-à-vis de l'Europe, la Grande-Bretagne sera comme l'Amérique ou comme la Chine ou comme le Japon. C'est vraiment un pays à l'extérieur de l'Europe. Maintenant, c'est pas dit. Parce qu'on sait très bien que par rapport au traité de l'Union européenne, je pense issu de l'accord de Lisbonne, ils ont quand même 2 ans pour discuter de la sortie. Et donc pendant ces 2 années, beaucoup de choses peuvent être discutées, négociées pour que cette sortie-là ne pèse pas trop lourd. Mais après, j'espère qu'on viendra sur la discussion. C'est l'impact sur le budget de l'Union européenne et qu'est-ce que la Grande-Bretagne apporte, qu'est-ce que la Grande-Bretagne gagne. Et sa sortie signifie quoi pour l'Union européenne en termes de budget? Et justement, on parle de la Grande-Bretagne qui a ouvert la marche. Est-ce que justement d'autres pays ne seraient pas tentés de faire la même chose là aujourd'hui? Non, je pense que le premier effet risque d'être pour la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni lui-même. Parce qu'on a suivi le débat quand l'Écosse voulait partir, etc. Et ce débat a déjà commencé à l'intérieur du Royaume-Uni où l'Écosse se dit si la Grande-Bretagne veut sortir de l'Union européenne, alors nous, on va redemander notre référendum pour être indépendant de cette entité-là. Et quand nous prendrons notre indépendance en tant qu'Écosse, en tant que pays, l'Écosse,
alors on va demander notre intégration à l'Union européenne. Et peut-être que l'Irlande ferait la même chose, l'Irlande du Nord. Donc, peut-être même le pays de Galles, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce débat-là a déjà commencé à l'intérieur du groupe et le groupe lui-même risque de s'affaiblir. Vous vous rappelez, le COS a failli de très peu partir de cet ensemble du Royaume-Uni. Ce débat-là risque de se poser. Mais effectivement, après, peut-être que des pays vont demander. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'extrême droite de ces pays. Par exemple, Marine Le Pen, en France, commence à demander ça. Et si jamais demain Donald Trump, je pense que ça n'arrivera pas, mais arriver comme président des États-Unis, il serait le premier à encourager ça. Je pense qu'il a commencé, il me semble, mais j'ai pas eu de certitude. Il a félicité la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, Marine Le Pen aussi. Donc, il est pour le renforcement des frontières. Il s'est exprimé effectivement aujourd'hui en parlant d'un renforcement des frontières. Une question avant de venir sur Mayotte, c'est ce qui nous intéresse surtout. Un petit mot sur la place de la France qui va changer forcément au niveau économique et politique. Est-ce que ça peut pas permettre au pays finalement de tenir une place encore plus importante, notamment dans ce rapport de force avec l'Allemagne, puisque c'était les trois puissances de cette Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là ? Au niveau économique, politique aussi, mais économique. La France en elle-même, elle a tiré beaucoup de l'Europe. Ça a été comment ça s'appelle, le pacte, la PAC, la politique agricole commune. Je veux dire, la France a tiré beaucoup de cette politique-là pendant plusieurs années. Et le débat, d'ailleurs, s'est posé depuis longtemps en Grande-Bretagne en disant, mais au fond, qu'est-ce que les Anglais ont gagné dans cette histoire-là ? Et en suivant le débat, par exemple, j'ai vu ceux qui voulaient sortir disaient, mais la Grande-Bretagne cotise 20 milliards de livres sterling, c'est à peu près 23-24 milliards d'euros. Non, c'est même plus, il me semble que j'avais traduit les chiffres. Oui, c'est à peu près 24-25 milliards d'euros. La Grande-Bretagne cotise ça à l'Union européenne. Mais les 2/3 de cette cotisation sont quand même reversés à la Grande-Bretagne. Donc, en contribution nette, la Grande-Bretagne donne à peu près autour de 8 milliards d'euros. Donne à l'Europe à peu près 8 milliards d'euros. Donc, sa sortie signifie que, d'une certaine façon, l'Europe va perdre 8 milliards d'euros par an sur un budget annuel de 144 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas forcément énorme. Mais c'est vrai qu'on sait que les plus gros contributeurs, c'est l'Allemagne, puis la France, puis la Grande-Bretagne. Donc, forcément, puisque c'est un contributeur net, alors qu'il y a d'autres pays comme la Hongrie, la Lituanie, tout ça, la Lettonie, tout ça, sont des contributeurs, font des gains nets en étant en Europe. Eux, c'est des contributeurs nets. Ils reçoivent moins qu'ils ne gagnent. Mais, d'une certaine façon, pour moi, ça va éclaircir d'abord l'horizon. Parce que l'euroscepticisme des Anglais, souvent, on sait, pesait énormément dans les débats au sein du Conseil européen et au sein de la Commission de Bruxelles. Chaque fois qu'une bonne partie de l'Europe voulait aller vers quelque chose de peu plus social, les Anglais tiraient beaucoup vers le libéralisme économique. C'est pour ça que les Américains appréciaient la présence de l'Angleterre au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce côté libéral va disparaître. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, effectivement, c'est vraiment ce qui va se passer au niveau financier. Parce que les places financières jouent un rôle très, très important. Et qu'est-ce qui va se passer pour la City de Londres demain ? Est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion, cette sortie, de réorganiser les choses, de revoir une Europe différente pour ne pas justement que le système s'effondre ? Non, forcément, ils vont revoir une Europe différente, mais il faut que cette Europe-là, déjà, sorte de la crise. Ça, c'est un point très, très important. L'Angleterre a retrouvé une marge de manœuvre économique qui lui donne un taux de croissance très, très confortable aujourd'hui. L'Allemagne fait un taux de croissance confortable, mais les autres pays sont à la traîne en Europe. Et il y a eu cette crise de la Grèce, et on n'est pas très, très, très bien sorti. Donc, même si on veut se réorganiser, on aurait préféré se réorganiser quand même avec la Grande-Bretagne, qui, elle, économiquement, s'en sort. Maintenant, il va falloir faire ça. Mais ça, c'est que la France, par exemple, qui a des déficits budgétaires énormes, qui a un déficit de la balance commerciale, de la base des paiements, de la balance commerciale énorme, doit quand même maintenant remplacer d'une certaine façon la Grande-Bretagne
dans les cotisations au niveau du budget européen. Et ça, ce sera un poids avant de voir quelles sont les retombées positives. Alors justement, dernière question, Mahmoud Aziari. Donc on parle de Mayotte, on parle également Mayotte 9e RUP. Fonds européens, quel impact vous pensez? Est-ce que vous êtes de l'avis de certains qui disent que ça sera quelque chose qui va porter un coup à Mayotte? Non. J'aime beaucoup Mayotte, nous sommes un très très beau pays, mais ne soyons pas prétentieux. Le budget européen, il est de 144 milliards. J'ai regardé le programme des fonds structurels 2014-2020. Au niveau de l'ensemble des 28 pays, c'est de 450 milliards d'euros. 454 milliards d'euros, ok? Dans ces 454 milliards d'euros, vous avez à peu près 27 milliards d'euros pour la France. Et à l'intérieur de la France, Mayotte a 0,06%, à peu près 287 millions d'euros, je crois, qui fait à peu près moins de 1 millième. Donc 10 millièmes. Ok, donc si justement c'est la question, est-ce que si justement la contribution nette de la Grande-Bretagne qui est de 8 milliards, cette contribution nette donc multipliée par 7 sur 2014-2020, vous le reportez au budget global de 454 milliards, et ce que nous Mayotte nous arrivons à tirer un peu de ça, l'impact sur nous est vraiment complètement négligeable, epsilon. Il n'y a pour ainsi dire pas d'impact. Ça c'est juste la peur que nous faisons. Maintenant, demain, si nous battons pour dire que nos programmes européens nous battront pour avoir 1 milliard ou 2 milliards comme la Réunion, à ce moment-là, nous allons commencer à avoir peur que nous voulons une grosse part du gâteau et il risque d'y avoir pas assez. Mais c'est que nous avons des miettes, donc des miettes à l'intérieur de quelque chose qui peut diminuer un peu, les miettes restent à peu près les mêmes. Merci beaucoup Mahmoud Aziari. Merci également à vous Pierre Bellucci. Et autre sujet maintenant, depuis l'arrivée du nouveau préfet Frédéric Vaux, d'indéniables changements sont à signaler, notamment en ce qui concerne la communication. Présent sur tous les fronts, le représentant de l'État tente de réparer ce qui peut l'être encore. Pour l'avocat et conseiller municipal de Mamoudzou, Nadim Ahmada, les mesures mises en place ces dernières semaines sont insuffisantes. Pour lui, il ne s'agit ici que d'une vaste opération de communication destinée à redorer le blason du gouvernement à l'approche des élections présidentielles. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. On a un pompier pyromane, je parle de l'État, qui a laissé ce territoire se mourir. Et on a laissé ce département être assiégé par les délinquants. On a laissé un territoire où la population en état de crispation, d'énervement, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on dit « Ah bravo, il est arrivé, c'est le Messie, ainsi de suite, c'est lui qu'il nous fallait. » Voilà un bonhomme. Bon sang, c'est le pompier pyromane. Je suis désolé de le dire. Moi, je suis pas du tout satisfait du travail du préfet. C'était un amont. Quand je dis le préfet, c'est pas le préfet Vaux. Je parle du représentant de l'État sur le territoire. On est en période préélectorale. Le préfet est un VRP du gouvernement. Il est là pour faire de la communication. C'est le bilan de Hollande à la fin. On va nous dire à la fin, voilà, vous avez dit il y a de l'indélinquance, eh bien on vous a envoyé quelqu'un pour le traiter. Vous avez dit il y a de l'immigration, on vous a envoyé pour quelqu'un pour le traiter. Et on aura fermé les yeux aux Mahorais et pendant un temps, et ça va recommencer juste après. Donc merci, monsieur le préfet, pour ce que vous faites, mais moi je ne suis pas dupe. Justement, Pierre, on vient de voir le conseiller municipal Nadim Ahmada qui a l'air d'être remonté. C'est le cas. Très virulent, effectivement, très virulent. Et on le comprend parce qu'effectivement, et on l'a dit plusieurs fois, on a félicité qu'il y ait un changement au niveau de la politique à Mayotte et que ce nouveau préfet incarne ce changement. Maintenant, effectivement, il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de campagnes de communication aussi. Forcément, pour redorer aussi le blason d'une préfecture qui était quand même, avec l'ancien préfet, plus personne ne croyait à l'État, au service de l'État. Et puis, les mots sont très profonds à Mayotte, sont très anciens. Donc forcément, et on n'arrête pas de l'expliquer, ce préfet, il est là, il représente l'État, il essaye de changer la politique. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, surtout lorsqu'il n'y a pas les moyens qui sont mis derrière. Et c'est ça que dénonce aujourd'hui Nadim Ahmada. Et bien sûr qu'on le rejoint, tout le monde le rejoint. Aujourd'hui, c'est insuffisant, ça restera insuffisant parce que on est dans une telle situation à Mayotte, il y a eu un tel délaissement pendant tant d'années qu'on peut pas du jour au lendemain tout changer. Alors ce préfet, on veut bien croire à sa bonne volonté, mais on sent que c'est quand même très difficile.
Et on le voit chaque jour, au final, que c'est très très compliqué. Cette crise des expulsés en est le parfait exemple. Alors ça fait pas un peu tôt pour justement se prononcer, Pierre? Il est arrivé il y a à peine quelques semaines, on va dire le mois dernier. Mais Amina, il est le représentant de l'État, donc c'est vrai que c'est aussi la politique derrière qui doit... Et on le voit notamment dans l'éducation nationale, où il y a eu une réunion au ministère dernièrement avec l'UNSA, et l'UNSA le dit, il n'y aura pas d'argent supplémentaire, alors qu'on connaît la situation, on sait le nombre de salles de classe qu'il faudrait créer, on sait un peu les problématiques, on sait l'argent qu'il faudrait insérer à Mayotte, qui ne représente pas tant que ça, mais les efforts ne veulent pas être faits par l'État, et tant que ça ne sera pas fait, alors il y en a, mais souvent on a l'impression qu'il n'y a pas la réelle conscience de l'ampleur de la situation et de ce qu'il faudrait faire. Vraiment, il faudrait des mesures exceptionnelles. Il y en a eu, c'est vrai, on ne va pas le dire. On ne va pas dire le contraire. Le préfet fait un travail depuis qu'il est arrivé très intéressant et on le dit, on le félicite. Mais effectivement, ce que dit Najim Hamadas, c'est tout à fait compréhensible parce qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire. Il faudra que les services de l'État le fassent et après 2017. Surtout. Merci beaucoup Pierre. Et on continue maintenant avec le conseil portuaire qui, rappelez-vous, s'est tenu ce mercredi au port de Longoni. Celui-ci a permis la validation des avis émis, y compris ceux concernant l'augmentation des prix. Pour justifier ces hausses parfois très importantes, MCG a évoqué des investissements considérables à court terme et par une taxe également d'octroi de mer assassine. Alors pour ne pas travailler à perte et face à une manutention espérée mais finalement perdue, MCG a donc décidé d'augmenter ses prix. Ce matin, Idan a expliqué chez nos confrères de Mayotte Première qu'aucun licenciement n'était à l'ordre du jour. Un discours qui n'a pas été repris par son chargé de mission. On l'écoute au micro de Patrick Mian. Il y a 62 jeunes qui sont en chômage technique. Ça, c'est fait. Jusqu'au mois de janvier. Et puis après, il est clair qu'il faut rapidement rétablir de très bonnes relations de confiance avec le conseil départemental. Et je suis convaincu que le conseil départemental et MCG vont très bien travailler ensemble. Il en va de l'intérêt de la population de Mayotte et des missions de chacun. Et que deuxièmement, si on arrive à investir et à travailler sans difficulté, c'est sûr et certain, on va plutôt créer des emplois plutôt que de licencier des gens. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 24 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Cela fait maintenant 2 mois que les agents techniques de la mairie de Koungou sont en grève et ne touchent aucun salaire. Ils refusent encore et toujours d'être transférés de la commune au syndicat unique de ramassage et de traitement des déchets, le SIDEVAM 976. De son côté, le maire de la commune, Hassani Bamkolo Sindou, refuse toute concession. De quoi faire réagir le président du parti social mahorais, Ahmadi Saïd Diraos. Pour lui, le maire de Koungou doit revenir à la raison. Dans 12 jours, c'est la fin du ramadan. Or, à la nouvelle mairie de Koungou, des agents du service technique recrutés et affectés à l'enlèvement des ordures ménagères dans la commune ne touchent plus de salaire. Nous sommes allés voir ces agents municipaux pour leur témoigner de notre soutien à leur combat. Nous demandons au maire de Koungou et à son DGS, le docteur Abdou Salam Bako, de ne plus jouer avec les droits légitimes des employés et de verser leur salaire avant la fin de ce mois de ramadan. Que l'entêtement du maire laisse place à la raison. Il y a de cela 2 mois, le président du MEDEF Mayotte, Thierry Galarme, rencontrait la ministre des Outre-mer, Georges Paul Angevin. L'occasion d'aborder une nouvelle fois la mise en place d'une zone franche globale à Mayotte. Pour réponse, la ministre avait réclamé que lui soit prouvé l'intérêt d'une telle mesure. Qu'à cela ne tienne, le MEDEF s'est alors lancé dans une consultation des chefs d'entreprise du département, basée sur un questionnaire disponible en ligne. L'enquête est terminée et en voici le premier bilan adressé à la ministre. Pour répondre à votre demande, une enquête a été lancée à Mayotte auprès des 700 principaux chefs d'entreprise du département. En cas d'instauration de la zone franche que nous réclamons, 75% des chefs d'entreprise considèrent que cela leur permettra de créer des emplois et 18% d'en préserver, soit un total de 93% des entrepreneurs déclarant que la zone franche permettra de créer ou sauvegarder des emplois. Suffisant pour convaincre le gouvernement. Réponse dans les tout prochains mois. Et on termine cette édition avec cette annonce de l'installation prochaine d'une enseigne d'envergure nationale à Mayotte.
En effet, le caviste Nicolas, qui appartient au groupe Castel, prévoit de créer 8 nouveaux points de vente d'ici 2020. Maurice, Madagascar, les Seychelles, mais également Mayotte sont concernés. Les premières ouvertures se feront dès le mois de juillet sur l'île Maurice et Madagascar. Aucune date n'a encore été communiquée en ce qui concerne le 101e département, mais un point de vente devrait ouvrir dans les prochains mois. Comme quoi, malgré les difficultés quotidiennes, l'île aux lagons est toujours à même d'attirer des investisseurs de renommée nationale. Et enfin, comme tous les ans, et ce depuis 2007, l'association Les Naturalistes a organisé cette année encore le rallye du patrimoine, soutenu par la Direction des Affaires culturelles et par le vice-rectorat. 41 classes ont pris part à cette nouvelle édition, soit environ 1200 élèves de classe de CM2, 4e et seconde. Ces derniers ont ainsi pu participer à des sorties sur des sites historiques de Mayotte, en grande terre et en petite terre, avec pour objectif de leur faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de l'île. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu ce matin au sein de l'hémicycle du conseil départemental, une cérémonie lors de laquelle les classes lauréates du concours du rallye ont été récompensées. Reportage Adèle Laurent. Depuis 9 ans, le rallye du patrimoine fait découvrir aux jeunes Mahorais une page de leur histoire de manière ludique, en allant à la rencontre des sites qui évoquent une partie de l'histoire de Mayotte. Ces sorties pédagogiques se font selon 3 circuits, Petite Terre, le centre de Grande Terre et, nouveauté cette année, le sud de l'île. Nicolas Régis nous en dit plus sur les bâtiments visités que les élèves ont le plus appréciés. Les usines sucrières, ils ne connaissent pas du tout, donc ce sont des bâtiments en ruine, ce sont des vestiges, mais on sent qu'il y a vraiment une âme dans ces lieux-là. Les vestiges de la mosquée de Polé en petite terre aussi les interpellent beaucoup parce que c'est aujourd'hui un lieu de ziara, c'est-à-dire de culte au djinn. Donc tout ça les interpelle, les bangas aussi de chez J'accuse les interpellent, les plus jeunes, les classes de CM2 ne connaissent même pas l'existence de ces bangas qui étaient construits il y a encore quelques années par les enfants de 10 ans pour s'éloigner du foyer familial. Un patrimoine parfois méconnu, ce rallye permet donc aux élèves de sortir des murs de la classe et de se réapproprier leur histoire de manière vivante. Mais le plus difficile n'est pas de faire participer les élèves à ces sorties, comme nous l'explique Violetta Malozic. Comme les naturalistes travaillent sur le patrimoine, bien sûr, je me suis engouffrée dans la brèche, comme on dit. J'ai emmené les élèves que j'ai eus dans cette approche du patrimoine pour se l'approprier et surtout le transmettre. Parce qu'ici, sur Mayotte, le gros problème, c'est pas tellement de faire participer les élèves, mais c'est surtout de transmettre ce patrimoine. Sur une demi-journée, les jeunes ont donc pu visiter différents sites patrimoniaux de l'île. Cet élève d'une des 3 classes lauréates a surtout retenu la visite des vestiges de l'usine sucrière. On nous a montré beaucoup de choses, là où les gens ils fabriquaient des sucres. C'est un souvenir de Mayotte, ça nous a beaucoup plu parce que c'est notre île. Je vais retenir ce qu'on nous a donné comme cadeau, par exemple le diplôme. J'ai retenu ce qu'ils avaient dit sur les sucres et tout. Les élèves des 3 classes lauréates ont présenté ce matin leurs travaux sur le patrimoine de Mayotte. Affiches, pièces de théâtre, romans photos, buffets, photos 2D ou encore danse. Les élèves ont produit un travail de qualité afin de rendre hommage à l'histoire de leur île. Même si, au départ, il n'était pas facile pour tous de trouver une motivation. Avant, on ne voulait pas faire parce qu'on trouvait ça bizarre, c'était très difficile à faire. Mais après, on avait fait un contrôle avec la prof, chacun s'est exprimé et après, on s'est motivé, on a tout fait. On s'est mis à fond pour travailler. On a dit, on est venu jusqu'à là, à quoi ça sert de faire marche arrière? On s'est mis à fond pour travailler et voilà le résultat, on a gagné. Ça me donne envie de travailler. En plus, ça montre qu'on a du courage pour Mayotte, on ne laisse pas tomber, mais on travaille toujours. Nous, les jeunes, on doit préserver et s'engager pour préserver Mayotte. Mieux informer pour mieux protéger, ce rallye du patrimoine permet donc aux jeunes de redécouvrir leur île sous un autre angle, car dans cette course à la modernisation, il est important de savoir d'où l'on vient. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5 que vous retrouverez également en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube
et sur notre page Facebook. La suite des programmes avec le face-à-face, suivi juste après des invités du temps de parole, Nadjim Hamada et Jacques Martial-Henry. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 19h pour une nouvelle édition de votre JTM. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur KTV.